Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Café Brousse. Donc, pour rappel, le Café Brousse, c'est un format qui est offert par le groupe de travail Pays en développement et biodiversité et qui permet aux membres de ce groupe de travail de présenter des projets et d'en discuter avec l'ensemble des membres. Donc, aujourd'hui, on accueille Tatiana Becha, qui est responsable de conservation et de mécénat à Bioparc Conservation et qui va nous parler des projets nature qui fêtent leurs 20 ans et comment ils aident à la protection des espèces menacées en aidant les communautés locales. Et sur ce, je Super. te laisse Tatiana prendre la suite. Bonjour à tous, merci Magali pour cette introduction et merci au groupe de travail d'avoir permis cette présentation, en tout cas pour le bioparc et bioparc conservation. Donc oui, on va revenir sur, on va dire, les 20 premières années de ces projets nature et comment on aide ces espèces menacées au travers des communautés locales depuis maintenant 2001. Mais tout ça a commencé finalement bien plus tôt, donc avec Pierre Gay, donc, qui est le fils du créateur du bioparc, qui se situe entre Angers, Cholet et Saumur, dans les années 70 déjà, avec plusieurs rencontres qui ont été marquantes. Donc les quatre personnes dont vous voyez les noms ici, qui ont en fait permis à Pierre d'aller plus loin dans son travail à l'époque au parc zoologique et qui lui ont permis d'ouvrir les yeux sur le rôle indispensable que pouvaient jouer ces parcs zoologiques dans la conservation ex et in situ. Euh, donc au niveau de la gestion de l'espèce et pas simplement de la gestion des individus, le bioparc a été le premier parc zoologique français à faire partie de l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui l'Association européenne des zoos et des aquariums. Et aussi, la rencontre notamment avec M. Durel lui a permis de comprendre que les parcs zoologiques avaient un rôle comme centre de reproduction et de conservation des espèces menacées et que les enclos étaient à faire en fonction des besoins des animaux. Donc ça a été déjà des rencontres assez marquantes qui lui ont fait voir et revenir au bioparc d'une manière assez différente. Euh, Puis dans les années 80, il est allé à un congrès pour la conservation de la panthère des neiges. Euh, durant ce congrès, il était avec Hélène Freeman, la fondatrice du Snow Leopard Trust, et ça a été la première personne euh, à lui indiquer de travailler avec les communautés locales pour sauver ou protéger des espèces menacées. Donc c'était la première graine, on va dire, dans l'esprit de Pierre, qui nous a amené jusqu'en 2001 à la création des projets nature. Et puis, à la fin des années 90, il a rencontré un malgache au bioparc qui lui parlait d'une forêt dans le nord-est de Madagascar qu'il fallait protéger et qu'il fallait apprendre et sensibiliser les communautés locales à sa protection et à la protection de la biodiversité. Euh, il a fini par y aller et de là, en fait, il s'est retrouvé avec une idée en tête. C'était de soutenir 40 projets de conservation dans la nature pour le 40e anniversaire du bioparc en 2001. Et donc, c'est à ce moment-là que les projets nature ont été créés. Et Magali, si tu veux, on peut changer de diapo. Donc, ces projets nature, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est depuis le début jusqu'à aujourd'hui, puisque les valeurs n'ont jamais vraiment changé? C'est de soutenir des projets locaux, donc portés par des associations ou des ONG locales, qui vont chercher à protéger une ou plusieurs espèces menacées euh, sur le terrain, en répondant aux besoins des écosystèmes et des hommes, dans le but de favoriser une cohabitation positive et durable. Comme vous pouvez le voir dans l'encart en dessous, ça peut prendre différentes formes qui nous paraissent aujourd'hui normales, qui nous paraissent aujourd'hui aller dans le bon sens pour ces objectifs-là. Mais en 2001 et au sein du parc zoologique, ce n'était pas forcément le cas. Donc, depuis cette période-là, en fait, Pierre a œuvré pour que ça se démocratise aussi plus dans les parcs zoologiques et il a permis ça en créant les trois premières formes de la conservation au sein de l'Association européenne des eaux et des aquariums en 2002, 2004 et 2006. On vient de fêter le 10e forum de la conservation il y a quelques semaines en République tchèque. Euh, donc, vous voyez que ça porte ses fruits et c'est quelque chose qui permet maintenant à tous les collègues européens de pouvoir aussi, en fonction de leurs projets et de leur situation aussi locale, pouvoir s'impliquer.
Donc, dans les valeurs qu'on défend avec ces projets nature, on va dire, trois piliers. C'est le pilier économique pour aider les communautés locales, le volet social et le volet environnemental par rapport à tout ce qui est biodiversité et environnement. Vous pouvez, si vous voulez plus d'infos, retrouver plus d'informations sur le site internet du Bioparc et Bioparc Conservation à ses propres réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et Twitter. On peut passer à la diapositive d'après, Magali, si tu veux. Depuis 2001, ça représente quoi? Ça représente un peu plus de 4 millions d'euros avec une accélération ces dernières années, notamment depuis la période de la pandémie sanitaire qu'on a tous traversée. Chose assez étonnante, mais qui se traduit finalement dans plusieurs structures, pas que chez nous. Euh, donc entre 2001 et 2010, c'était une association qui s'appelle Ambassade Animale qui s'occupait du soutien à ces ONG. Et depuis 2010, on a créé un fonds de dotation, donc Bioparc Conservation, qui permet de soutenir ces projets nature, mais les fonds ne viennent pas que de ce fonds de dotation, viennent aussi du chiffre d'affaires du bioparc. Donc en fait, les 524 000 euros de l'année dernière, une partie vient du fonds de dotation et une partie vient du parc zoologique. Comment cette forte explication peut s'expliquer sur 2022 et 2023? C'est le développement d'une stratégie de mécénat local qui a permis d'augmenter de manière assez impressionnante les dons qu'on a reçus et qu'on a pu reverser aux ONG. Sur le terrain, comment ça se traduit? Ça se traduit avec la carte que je vous propose ci-dessous, Magali, si tu veux passer à la diapo. L'année dernière, donc, on a pu soutenir 37 projets un peu partout dans le monde, donc avec une forte présence historique en Afrique, en Amérique du Sud. On a pu renforcer notre soutien sur différents projets, notamment en France l'année dernière. Et historiquement, on est aussi présent en Asie. Le but des projets qu'on soutient, en tout cas du soutien qu'on apporte à ces ONG, c'est un soutien à long terme. Donc à chaque fois qu'on va ajouter une nouvelle ONG au soutien qu'on apporte, le but c'est de les accompagner dans le temps long. Si on apporte un soutien ponctuel à une association, c'est parce qu'il y a un besoin ponctuel ou une urgence. Et que le reste du temps, soit c'est parce que l'espèce ou la sous-espèce n'est pas présente au bioparc et que donc on ne soutient pas le projet de manière récurrente, ou parce que on n'a pas forcément les dons et les fonds pour le faire non plus, ou que l'association a déjà assez de soutien par ailleurs et n'a pas forcément tout le temps besoin d'une autre. Vous pouvez aussi télécharger, si vous voulez, notre bilan d'activité, notre rapport d'activité avec le QR code à droite. On soutient plusieurs de ces ONG depuis 2001, notamment celle au Niger en faveur des girafes d'Afrique de l'Ouest, dont on va parler tout à l'heure, celle à Madagascar en faveur des varirous, le CCF pour les guépards, le Snow Leopard Trust pour les panthères des neiges, ou encore une ONG bulgare, FWFF, pour les vautours. Depuis le milieu, la fin des années 2000, il y a aussi trois associations qu'on soutient, sur lesquelles on est aussi très impliqué. Donc PKHS pour les tigres de Sumatra, Bioandina pour les condors des Andes, même si l'espèce n'est plus présente au bioparc, on continue avec Bioparc Conservation à les soutenir parce que c'est une espèce qui est très importante pour nous. Harmonia pour les haras de la Fresnay en Bolivie. Et depuis les années 2010, on soutient aussi plusieurs autres de ces associations que vous pouvez voir sur la carte, notamment en faveur des vautours percnoptères en France, les pandarous, les okapis, les attelles à tête rousse en Équateur, un centre de soins dans le sud de la France pour les vautours notamment, mais pas que, un projet en Algérie pour les vautours percnoptères, les attelles marimonda au Venezuela, l'association CAD pour les oiseaux migrateurs en Allemagne, le projet de réintroduction des ibichauves en Espagne et la FPO Anjou, donc sur notre territoire, pour les oiseaux, mais pas que, aussi les chauves-souris. Et depuis la pandémie, on soutient plusieurs nouvelles associations. Suite aux incendies dans le Pantanal, on soutient donc un projet de nichoir artificiel pour les arayacinthes. On soutient deux nids là-bas. On soutient aussi le programme de suivi et de bagage télémétrique au niveau national du vautour percnoptère en France, l'association en faveur des zèbres de Grévy au Kenya, une association française qui protège une réserve où est présente la girafe de Rothschild au Kenya, une réserve au Sénégal en faveur des gazelles d'Ama, un projet de restauration de la lagune de la Randa, donc ça c'est dans le sud de l'Espagne, sur la voie des oiseaux migrateurs,
un projet de suivi et de protection du léopard Java qui a été mis en place depuis 2021 et un centre de reproduction des oiseaux chanteurs en Indonésie. Voilà, c'était un petit peu long, mais je pense important de vous situer un peu tous les projets, puisqu'on va se focaliser simplement sur trois d'entre eux à partir de maintenant, ce qu'on appelle, nous, les trois projets nature majeurs. Donc, celui pour les girafes au Niger, les varrois à Madagascar et les ours à lunettes au Pérou. On va aller sur chacun de ces terrains en visio pour que je puisse vous les présenter un petit peu plus longuement. Donc la SGN au Niger s'occupe de sauvegarder le dernier troupeau des girafes d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est la sous-espèce Peralta qui n'est pas du tout présente en parc zoologique et dont il restait finalement très peu d'individus à la fin des années 90. Euh, la population aujourd'hui est plutôt en train de recouvrer, on va dire, des nombres plutôt assez importants, même si euh, on sait bien que c'est pas encore gagné pour cette espèce, puisque sa sauvegarde s'inscrit dans le temps long. Et en fait, l'association œuvre depuis la fin des années 90, nous on les soutient depuis 2001, en faveur donc de la protection de cette espèce, en accompagnant principalement les populations, en les sensibilisant d'abord, et puis après en développant différentes actions comme j'ai pu lister là sur la diapo, qu'on va évoquer, qui bénéficient indirectement aux girafes, puisque les populations peuvent mieux vivre. Les girafes peuvent trouver des zones plus éloignées des zones d'habitation pour s'alimenter, se reposer, etc., sans avoir de conflit homme-faune trop important qui se développe. Si on revient juste en quelques chiffres sur cette association, donc elle a été créée en 1994. Depuis 2009, on est devenu son représentant officiel. C'est une équipe de 13 personnes, donc 5 salariés, qui sont présents sur le terrain et qui ont aussi des relais dans les villages, de très bonnes relations avec les autorités locales, et dont l'objectif est bien évidemment de protéger ces girafes et leur habitat, tout en développant tout un tas d'essor local et social pour la population. Si on revient un petit peu plus sur l'histoire de ces girafes, avant, elles n'étaient pas présentes qu'au Niger, elles étaient vraiment étalées sur toute une aire de répartition qui était assez importante. Et puis, pour des raisons qui étaient évoquées deux diapos un petit peu avant, elles se sont repliées au Niger et au départ dans la vallée du Dosso. Euh, Même si depuis, elles se sont forcément étendues, puisque en passant de 49 à un peu plus de 900, elles ne sont pas restées toutes au même endroit et la zone de présence s'est agrandie. Il y a aussi eu une translocation, donc là c'était géré avec la GCF et le gouvernement nigérien. Donc en 2018 puis en 2020, plusieurs individus ont été transloqués dans la réserve de Gadabéji et sont suivis aussi sur place. Magali, on peut passer à la diapo suivante si tu veux. Comment la SGN agit en faveur de ces communautés? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se déplace dans un village, on se déplace et on commence par sensibiliser les communautés. Et ensuite, on va mettre tout un tas d'actions, comme celle dont je vais vous parler ensuite, en place. Et ces actions, on va les développer si on a les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans un village si on n'a pas les moyens de mettre en place ces autres actions ensuite avec la population. Donc, bien évidemment, au fur et à mesure des années, le nombre de villages dans lesquels on a pu se déplacer a augmenté. Et le but, c'est de commencer par échanger avec cette population, au-delà de Hello, simplement ça va? Ouais, leur t'inquiète pas. donner On est là, hein. des informations sur les girafes. C'est aussi de voir avec elles et eux ce dont ils ont besoin pour améliorer un peu leur quotidien et ce que nous, on peut leur proposer. Et vous voyez que finalement, sur une année, ça représente un nombre assez important de personnes, plus de 20 000 personnes, dont un nombre assez important de femmes et de jeunes. Donc, ce qui est toujours un bon indicateur et un bon moyen aussi de faire passer les messages. Une fois qu'on a commencé ces sensibilisations, une des premières actions qu'on propose à la population de mener avec nous, c'est de réhabiliter des terres dégradées et donc c'est participer à la régénération d'un écosystème favorable aux girafes dans des zones, comme vous pouvez le voir sur les photos, qui sont vraiment dépourvues de tout.
le but, c'est aussi d'éviter que des populations humaines viennent s'y installer et donc de pouvoir permettre aux girafes d'avoir une zone refuge plus importante et une zone d'alimentation aussi plus intéressante. Donc, les résultats que je vous présente là, c'est simplement sur 2023, mais l'idée, c'est que tous les ans, on essaye, en fonction des fonds qu'on arrive à réunir, de réhabiliter entre 10 et 30 hectares de terre par an. Il faut savoir que depuis 2001, ce programme est mené en fait tous les ans. Au début du programme, les populations étaient rémunérées, en fait, on les rémunérait en leur donnant à manger le jour où elles participaient. Aujourd'hui, elles sont rémunérées au nombre de 2001 confectionnées. Et donc ça, c'est un montant qui est fixé par les autorités nigériennes. Euh, donc nous, on les rémunère en fonction de ça. Sur les résultats de l'année dernière, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de reprise était de 87,7%, donc 8 770 arbres sur 10 000 arbres plantés, ce qui est plutôt pas mal du tout. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis plusieurs années, on a les moyens d'acheter des arbres euh, et des semences de graminées, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc on attendait que la saison des pluies charrie naturellement des graines et que des plantes et des arbres poussent d'eux-mêmes, on peut dire. Une autre action qu'on propose à la population ensuite, c'est la distribution de microcrédits. Donc, essentiellement pour les femmes, on a essayé par le passé avec les hommes, mais ils ne sont pas tout le temps là. Et la seule fois où il y a eu un petit souci, en fait, les femmes se sont battues pour que les hommes ramènent l'argent qui leur avait été prêté. Et donc, ensuite, on a focalisé ce programme avec les femmes. L'idée, c'est que depuis 2005-2006, on leur prête une somme qui peut aller maintenant entre 35 000 et 50 000 francs CFA pour une durée de 4 à 6 mois. L'idée, c'est un prêt à taux zéro. C'est plutôt pour qu'elles puissent faire de l'embauche ou du petit commerce. Depuis quelques années, on fait aussi un microcrédit semence pendant la période de soudure. Euh, L'idée, c'est de leur permettre de développer des petites activités qui vont leur rapporter de l'argent et qui vont leur permettre de subvenir aux besoins alimentaires ou autres de leur famille et de pouvoir donc ainsi plus facilement aussi participer à la vie du territoire et pouvoir participer à la protection des girafes plus facilement. Donc ce qui se passe en fait, c'est que c'est de l'argent qui est quasiment tout le temps sur le terrain et donc il y a un fonds de roulement qui est disponible et ensuite en fonction des différentes périodes de recouvrement et de remise des microcrédits, on peut forcément en distribuer d'autant plus sur le terrain. Donc c'est vraiment un outil qui permet aussi euh, que les femmes sur place se sentent pleinement participer à la protection des girafes et d'elles-mêmes, elles le disent, les girafes sont devenues un porte-bonheur en fait pour elles, notamment à travers cette action. Si on passe au puits maraîcher, donc ça c'est une action qu'on a mis en place aussi depuis maintenant plusieurs années. Au départ, on fonçait des puits, mais simplement des puits d'accès à l'eau classique. Et avec le temps, en fait, le besoin s'est révélé d'être lié au jardin maraîcher. Et donc, grâce à un viticulteur local qui nous soutient sur ce projet, on peut foncer des puits, 2 à 3 puits maraîchers par an, directement dans les jardins, pour que les femmes aient accès à l'eau plus facilement pour leur faciliter les tâches d'arrosage, etc., et leur quotidien de manière générale. Donc encore l'année dernière, c'était 2 puits maraîchers, et ça a permis à 80 femmes de pouvoir en bénéficier. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important aussi pour nous à continuer ces années qui viennent. Et puis quand même pour les girafes, en direct, on fait un suivi écologique. Donc là, le but, c'est forcément de collecter le plus de données possible, natalité, mortalité, les mouvements, comportements, etc., les conflits ou les relations homme-girafe qu'il peut y avoir. Euh, L'idée, c'est vraiment de s'en servir aussi d'un instrument de sensibilisation pour la quiétude des girafes, d'avoir une base de données la plus fournie possible et d'identifier les lieux de présence des girafes et les caractéristiques. Ça nous permet aussi d'identifier les espèces qui sont appétées par les girafes et donc de pouvoir forcément toujours aussi avoir un lien avec les autorités si besoin à ce sujet. Quelques faits marquants de l'année dernière. Donc, on a pu aussi soutenir ces dernières années des étudiants locaux sur des projets de master et de thèse, donc notamment Umaru. Et donc, ça vraiment permet aussi de faire vivre le, les connaissances locales au sein de l'université.
Voilà pour le Niger. Je vous propose qu'on parte tous ensemble à Madagascar maintenant pour parler d'Entangile Conservation et donc du projet en faveur des Varirous qu'on soutient pareil depuis 2001. Euh, donc en quelques mots, on se trouve au nord-est de Madagascar, dans la baie d'Entangile, et on protège avec Entangile Conservation la forêt de Farankarine qui est à 18 km de Maronset. Si on passe sur la diapo suivante, donc il y a un fort taux d'endémisme de la biodiversité locale. C'est une ancienne station forestière française et les deux missions principales d'Entangile Conservation, c'est de sensibiliser les habitants qui vivent autour de cette forêt à la protection de ces richesses et, tout comme au Niger, de les aider à vivre, à améliorer leurs conditions de vie tout en protégeant cette biodiversité et cette forêt. Alors, quand je vous parlais de village, sur la diapo suivante, j'ai quelques photos à vous présenter, photos, photos de l'endroit. Donc, la forêt de Farankarine est bordée par une dizaine de villages. Et donc, on a défini avec les populations locales qui sont organisées en comités de base, quatre zones, enfin, 5 zones dans la forêt. Donc, la zone écotouristique, c'est la zone verte qui est vers la baie d'Entangile. Les petits pointillés, ce n'est pas une délimitation pure et dure, c'est la route nationale 5. Pour ceux qui connaissent Madagascar, c'est plutôt un chemin, hein, mais voilà, c'est une zone qui permet d'aller de Navan à Ambodievang et jusqu'à Maronset. La zone verte, donc une zone de conservation, la zone violette, une zone de réhabilitation, il y a notamment des projets de reforestation, et 2 zones de droit d'usage, donc dans lesquelles l'association accompagne les communautés locales à bien gérer les ressources présentes. Et puis les rizières qui bordent la forêt et qui sont proches des villages. Quelques images de la partie écotouristique, donc de la route, on va dire, nationale 5 d'accès jusqu'à la, euh, jusqu'à la zone écotouristique, et puis la zone où vous pouvez être accueilli avec une salle à manger, avec des bungalows qui sont là pour accueillir des touristes, mais aussi des chercheurs, et qui sont directement dans la zone de présence d'espèces très intéressantes à voir, les varirous, les tapalémures occidentaux, les mangoustes à queue annelée, il y a même du fossa qui est présent notamment. Si on parle un peu plus de l'ONG en elle-même, donc elle a été créée en 1999 avec notre soutien. Aujourd'hui, c'est une équipe de 13 personnes qui a pour but de protéger donc la baie d'Entangile, sa forêt et sa biodiversité, d'accompagner la population à gérer durablement cette forêt, de les sensibiliser à tout un tas de thèmes liés à la protection de cette forêt, de l'environnement et de la biodiversité, et la mise en place d'actions locales. Donc voici toute notre équipe à Madagascar. Donc c'est une photo qui a été prise en janvier 2023 quand on était sur place, euh, avec des gardes forestiers qui restent sur place en permanence et puis des membres de l'équipe qui font l'aller-retour entre Maronset et la forêt. Le projet le plus important qui a été mené ces dernières années, c'est la translocation de Varirou, donc une translocation qui a été menée avec une association locale qui s'appelle Impact Madagascar, euh, qui nous aide à faire le suivi aussi de ces Varirous. Et donc, j'ai une petite vidéo à vous montrer, et avec aussi le projet que cet été, il y a encore 6 individus à transloquer sur place. Magali, je te laisse lancer la vidéo.
Ouais, on peut passer sur la diapo suivante si tu veux, Magali. Donc ce projet est amené à continuer puisqu'on a 6 individus à transloquer cet été. En tout cas, on espère pouvoir les capturer les 6. Donc c'est des individus sauvages qui viennent d'une autre forêt en face dans la baie sur laquelle, qui est exploitée, sur laquelle nous, on n'a pas la main, mais on a l'autorisation des autorités malgaches pour aller récupérer les individus. Si je fais un focus sur les activités menées l'année dernière, donc forcément le suivi des varirous, enfin des 8 varirous relâchés et mis sur place, c'était la 19e édition du Festival des Lémuriens, donc cette année ce sera la 20e édition. Et la première édition, pour l'anecdote, a été tournée en 2004 à l'occasion du premier rendez-vous en terre inconnue de Frédéric Lopez et avec Thierry Lhermitte qui était venu sur place accompagné de Pierre Gay pour les accompagner. On a aussi financé la réparation d'un micro-barrage du côté de Navanne qui permet l'alimentation de 200 hectares de rizières, donc c'est forcément très important pour la communauté locale de ce village. On a aussi participé à la distribution, enfin, financé la distribution de fournitures scolaires dans les 10 écoles autour de Farankarine. L'idée, c'est de soulager les parents qui doivent financer le fonctionnement de l'école et le salaire de l'enseignant, et donc d'éviter de la pression éventuelle sur la forêt ou en tout cas sur les arbres locaux. L'équipe participe de manière hebdomadaire à des émissions de radio, plus à quelques émissions de radio un petit peu à thème. Donc c'est à l'heure la plus écoutée le mercredi soir du côté de Marenset. L'idée c'est de toucher encore d'une autre manière la population locale. Et ils ont organisé 8 sorties nature. Donc sorties nature avec les lycéens, ça veut dire venir un week-end à Farankarine, leur donner une petite leçon sur un thème lié à l'environnement ou de la biodiversité, leur faire découvrir la forêt de Farankarine et en même temps les solliciter sur le ramassage du plastique qui s'échoue malheureusement par l'océan sur la plage de la forêt de Farankarine. Donc l'idée c'est aussi de ramasser ce plastique pour ensuite le valoriser. C'est un des projets en cours cette année, de trouver comment on va pouvoir les équiper d'un broyeur de plastique pour qu'ils puissent ensuite revendre les broyats à une entreprise à Tamatave. Voilà pour le tour d'horizon du projet à Madagascar. Je vais vous emmener maintenant avec Magali, on va vous emmener au Pérou pour parler cette fois-ci de l'ours à lunettes. Donc on va dans le nord Pérou, pas très loin de Chiclayo, donc qui est dans la réserve naturelle écologique de Chapari. Euh, Chapari, c'est aussi la montagne sacrée, en fait, Magali, si tu veux passer sur la photo. Donc montagne sacrée, en fait, qui est dans le cœur de cette réserve. Donc, dans ce projet, en plus de l'aspect protection d'une espèce et des espèces menacées présentes, soutien à la communauté locale et protection de l'environnement, il y a aussi tout un volet d'actions qui sont liées à ce côté spirituel qui est lié à la montagne sacrée Chapari. Je vous donne quelques informations sur le projet. Donc, c'était la première réserve privée au Pérou donc en 2001, qui protège plus de 34 000 hectares, qui est gérée par la communauté locale. Donc, tous les bénéfices liés à la réserve proviennent à la communauté locale. Tout ira, c'est donc une association partenaire de cette association Acoturge. Et donc, le but, dans la même idée que le Niger ou Madagascar, c'est de protéger cet environnement et de cohabiter tous ensemble. En ce qui concerne l'ours à lunettes, c'est un écosystème inhabituel au Pérou parce que c'est un écosystème de forêt sèche, donc normalement c'est pas la zone où on trouve cette espèce, mais sa présence a été révélée dans les années 80 et on estime depuis qu'il y a une quarantaine d'individus sauvages dans un rayon de 5 km de la réserve. Donc ce serait une des plus grosses densités de l'espèce, mais voilà, avec une aire de répartition très fragmentée, c'est pas vraiment ce que ça pourrait être d'autre. Il y a un suivi photo avec des pièges photos mis en place depuis plus de 20 ans. Et il y a un centre de secours qui est créé depuis 2001 qui a permis d'accueillir 13 ours depuis sa création. Si on passe sur la diapositive suivante, donc un des gros champs d'action de l'association, c'est bien évidemment la régénération de l'écosystème de forêt sèche, puisque c'est un écosystème très spécifique, avec une altitude qui varie énormément, avec beaucoup d'espèces végétales aussi inventoriées, avec un problème des conséquences aujourd'hui de coupe de bois qui sont encore visibles.
en plus de replanter des arbres, il y a aussi un système de goutte à goutte, d'irrigation goutte à goutte de 10 hectares qui est mis en place et qui est tournant d'année en année. L'idée, c'est voilà, d'essayer d'aider du mieux possible la nature. Et en même temps, il y a un projet de revaloriser les plantes médicinales de la réserve, lié aussi à ce côté spirituel de la montagne sacrée. Voilà, quelques petites photos de ce qui peut être fait. Donc, par rapport à la protection de la biodiversité, c'est vrai que nous, l'espèce emblématique, en tout cas une des 3 espèces emblématiques du projet, c'est l'ours allumette, mais il y a aussi la pénélope à ailes blanches qui avait été estimée disparue avant sa redécouverte en 1977, qui est endémique de la forêt sèche du Nord-Pérou. Il n'y a plus que 2 micropopulations distinctes, dont une est à Paris. Euh, et en fait, elle est revenue naturellement suite à la protection de la forêt. Et il y a aussi eu, entre 2002 et 2006, des individus élevés en captivité qui ont été réintroduits. Depuis, sa population augmente. C'est notamment lié à la plantation d'arbres fruitiers, d'abreuvoirs qui ont été installés, de sensibilisation sur le terrain. Mais il y a plein d'autres espèces. En fait, tout ce qui est mis en place en faveur de l'ours allumette, de la pénélope à ailes blanches, et depuis maintenant quelques années pour les condors des Andes, bénéficie finalement aussi à ces autres espèces. Toutira a choisi aussi de s'investir dans la conservation de 2 autres espèces, donc le condor des Andes dont je viens de parler et le guanaco. L'idée pour le condor des Andes, c'est un petit peu comme on fait en France, de mettre en place des placettes d'alimentation et de suivre les individus présents dans la réserve. Et la réintroduction du guanaco. Donc là, c'est aussi en lien avec la communauté locale. Et donc, on a participé au lancement de cette opération et ensuite, on aide la communauté locale à continuer la gestion de ce projet. Si on en vient sur le thème de l'écotourisme, donc il y a aussi un écologe qui est géré par la famille Plengue. Donc c'est la famille d'un photographe très, très connu là-bas qui co-gère en fait la réserve avec la communauté locale et qui accueille finalement pas mal de visiteurs par an et une majorité de Péruviens, donc ce qui est aussi très important puisque ce sont les premiers concernés par la protection de cet endroit. Quand vous rentrez dans la réserve, vous ne pouvez pas vous balader tout seul, vous êtes accompagné. Et donc, il y a aussi un chemin de pèlerinage qui a été créé. Chapari, c'est aussi un lieu de sensibilisation et ça se fait de plein de manières différentes, mais notamment par un tournoi de foot avec l'ours à lunettes comme emblème et avec une implication depuis maintenant 2 ans de la Fédération de football péruvienne. Et le président de la Fédération de football péruvienne était même présent à la dernière édition lors de la finale, puisqu'il est originaire de la région. Et donc, ça permet de sensibiliser encore un peu plus à la préservation de cette espèce. Il y a une petite photo aussi qui vous montre un petit peu le genre d'espace qui est utilisé. Et donc, l'ours allumette est bien évidemment l'emblème des trophées remis aux vainqueurs. Mais Chapari, ce n'est pas que ça, c'est aussi un modèle pour les autres communautés. Et plusieurs années après, en fait, on se rend compte que plus de 150 autres communautés se sont inspirées de ce modèle de réserve d'air privé. Et donc, on en reproduit aussi. Et surtout, il y a une reconnaissance par l'ONU à 2 reprises par rapport au développement durable et par rapport au fait que Chapari respecte les objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Donc avec ce petit diplôme qui est finalement très important, qui est affiché sur place. Donc en fait, il y a un suivi des 2 universités de Gênes et de Lugano en Suisse sur tout cet aspect-là. C'est eux qui sont en lien directement. Ce qui se passe aussi à Chapari, c'est qu'on est impliqué sur la protection des flamants du Chili. Donc là, c'est en dehors de la réserve, c'est sur la côte, proche de la réserve nationale Tliescas. Et donc, depuis plusieurs années, on était impliqué sur un suivi, un comptage local, mais il n'y avait pas de recensement. Et donc, depuis 2021, le premier recensement régional de la population, donc 2022 le premier, l'année dernière c'était le deuxième, cette année ce sera le troisième. Donc vous avez quelques photos de la communauté locale qui s'occupe du suivi sur le terrain, qui est aussi en lien avec une université locale pour faire des analyses notamment sur l'eau de l'endroit où les flamands sont présents. Et il y a aussi une vidéo que je voulais vous partager aujourd'hui.
Voilà pour cette deuxième vidéo. Donc, désolé, le son de mon côté n'avait pas l'air tip-top. Euh, En plus de ces trois projets dont on vient de parler, donc tout à l'heure, il y avait plein d'autres projets sur la carte des projets soutenus l'année dernière. Vous avez ici, voilà, en quelques lignes, les espèces, les pays et les fonds qu'on a pu verser l'an dernier. À chaque fois, c'est soit sur le fonctionnement global et général, soit sur des actions et missions spécifiques. Ça va dépendre des ONG et des projets à chaque fois. Voilà pour la partie africaine. Voilà. Ensuite, Magali, si tu veux changer de diapo, donc on est aussi impliqué en Amérique du Sud pour deux espèces d'attelles, les condors, deux espèces d'ara et un projet multispécifique qu'on soutient depuis l'année dernière où tout est à faire, c'est-à-dire qu'il faut prouver la présence de certaines espèces. C'est une zone de 200 000 hectares de forêt, donc c'est près d'Alto Mayos, donc c'est dans la vallée cachée. Et il y a en fait 130 habitants de la communauté locale qui cherchent à protéger ces terres et à faire valoir leurs droits aussi sur place. Donc c'est un tout nouveau projet. Si vous avez des questions, je pourrais vous en parler ou vous envoyer des informations aussi. Ensuite, on est aussi présent en Asie, donc tout à l'heure, je vous en parlais un petit peu avec PKHS. En fait, on les soutient depuis 2005 et depuis l'année dernière, on est devenu leur principal soutien financier. Donc, on a repris tout le budget de fonctionnement de l'ONG à notre charge cette année. Et en Europe, où on a renforcer notre présence, notamment avec la plantation d'une mini-forêt dans un lycée à 20 km du bioparc. On a soutenu les actions du Gymglen Institut de France en faveur du programme Roots and Shoots en France et deux centres de soins locaux. Et le gros projet de l'année dernière, c'était la sécurisation et la protection, la mise en défense d'une cave à chauves-souris où plus de 600 chauves-souris sont présentes à une demi-heure du bioparc. Les autres projets étaient déjà soutenus les années d'avant. Je voulais vous remercier. Une petite vidéo, une dernière petite vidéo d'un léopard Java présent en 2021 dans la nature. Et si vous avez des questions, je crois que ce sera le moment. Voilà, merci à tous. Et vous avez mon contact aussi si besoin sur cette dernière slide. Merci beaucoup, Tatiana. Du coup, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, de soit lever la main et je vous passe la parole et vous pouvez la poser en direct à Tatiana, soit de l'écrire dans le chat et Tatiana pourra y répondre. On a encore une quinzaine de minutes pour prendre les questions-réponses, alors n'hésitez pas. Ouais, Blandine. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Super. Bonjour Tatiana, merci pour Bonjour. cette présentation.
Ça nous fait rêver de nos bureaux parfois français, toutes ces espèces incroyables. Je suis arrivée 4 minutes en retard, peut-être que vous l'avez spécifié au début, mais quelle est la période d'exécution de vos projets, puisque je comprends que vous financez pas mal de fonds de fonctionnement et que c'est à vitam aeternam, hein, ce genre de choses. Donc, quelle est cette période de financement et quels sont vos processus de renouvellement éventuellement des conventions? Voilà, merci. Bonjour Blandine, merci pour votre question. Donc, on soutient des projets tout au long de l'année. En fait, les projets qu'on soutient ont besoin de fonds pour certains, 1 à 2 fois par an ou trois, ça va dépendre. En fait, on va s'adapter aussi à la saisonnalité en fonction des zones d'intervention des ONG. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on soutient les projets tout au long de l'année. On ne fait pas un gros versement à chaque ONG en fin d'année. Euh, Il y a les 3 projets que j'ai présentés. On fait des versements quasiment tous les mois pour le budget de fonctionnement. Et puis pour certains projets plus spécifiques, comme les récupérations de terre au Niger ou le suivi des flamands du Chili au Pérou, on fait des versements spécifiques pour certaines actions à certains moments de l'année quand l'association a besoin des fonds pour réaliser les actions. Et ensuite, pour votre deuxième question, en fait, quand on soutient ces projets sur le long terme, donc c'est vrai que la plupart des ONG maintenant, ils soutiennent depuis pas mal d'années. Et donc, euh, quand on intègre des nouveaux projets dans les projets qu'on soutient, comme celui au Pérou pour Machakway, on le fait parce qu'on sait qu'on a une marge de manœuvre avec les dons qu'on reçoit qui nous permet de soutenir un nouveau projet. Mais on va pas procéder par des appels à projets ou par d'autres moyens en fait. D'accord. Peut-être j'ai pas été. Ma question, c'est plutôt de savoir sur combien de temps vous confirmez un appui de projet, c'est-à-dire pour les 5 prochaines années, les 6, quelle est la Alors, durée de vie de vos ouais. conventions avec votre partenaire, pardon. Euh, on renouvelle les conventions d'année en année avec les projets globalement et on n'a pas d'accord sur des périodes de long terme. On va s'impliquer sur le long terme, mais on va voir aussi euh, avec chaque ONG année après année, quels sont leurs besoins? Est-ce que les besoins évoluent? Est-ce qu'on passe sur le même projet, le plan d'action, ou est-ce qu'il y a une situation locale qui fait que le projet a besoin d'être réévalué et qu'un nouveau plan d'action est proposé? Euh, donc globalement, on est très clair avec les ONG quand on commence à les soutenir, on leur présente nous ce schéma de fonctionnement-là. Mais l'idée pour nous, c'est de les soutenir sur le long terme. Donc ils savent qu'on va les accompagner pas juste sur 3 ans ou 5 ans, mais forcément sur plus. Ou quand eux nous disent bon bah là le projet pour nous il est mené, on en discute forcément aussi au fur et à mesure du projet si les fonds doivent s'arrêter ou si les fonds doivent être dirigés vers autre chose. D'accord, merci. Derrière. Merci, Tatiana. Frédéric? Oui, bonjour, Frédéric Marchand, je suis expert indépendant. Excusez-moi, j'ai une extinction de voix. Euh, j'ai travaillé essentiellement en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Donc, moi, ce qui m'intéressait et ce dont j'avais entendu parler, c'était les projets sur les girafes Niger. Alors, je voulais savoir s'il y a des problèmes liés à la contexte géopolitique au Niger ou ailleurs, même en RDC, au terrorisme en particulier. Et si vous avez si ça a une influence sur le projet, comment vous gérez ça, en fait? Alors oui, en fait, au Niger, l'avantage qu'on a par rapport à tout le contexte de ces dernières années, c'est que c'est une équipe locale, donc qui peuvent continuer d'agir, même si le contexte n'est pas forcément évident, parce que bah, l'augmentation du coût de la vie, parce que certaines zones sont plus risquées qu'avant, alors que bah, les populations locales ont toujours besoin de notre soutien et de pouvoir être accompagnées par rapport à la présence des girafes. Donc oui, c'est pas forcément plus facile, mais l'avantage c'est que c'est une équipe locale, donc eux ils peuvent continuer d'être sur le terrain. Nous on peut plus y aller depuis la pandémie en fait, pas que à cause de la pandémie, mais aussi à cause de l'insécurité sur place. Euh, mais sur l'ensemble des actions, ça n'empêche pas le fonctionnement de l'association et ça continue d'agir. L'actualité récente, malheureusement, c'est que bah, la population de girafes ayant augmenté, il y a quelques girafes qui se rapprochent du Mali et il y a eu du braconnage, malheureusement, là, au printemps, d'au moins une girafe. On a eu un cas qui nous est remonté. Euh,
Mais sinon, le fait d'être présent sur le terrain depuis plus de 20 ans fait que la SGN est un acteur connu et reconnu. Et c'est aussi un membre de notre équipe qui participe aux consultations publiques qui ont lieu ces dernières semaines pour le classement d'une aire protégée en faveur de la girafe Peralta. Donc, donc voilà, bon an, mal an, tout ce qui se passe depuis 1 an et depuis plusieurs années, les actions continuent. Nous, on peut toujours financer les actions puisque c'est une association sur place qu'on finance, c'est pas un particulier ou une autre entité. Donc pour l'instant, voilà, il y a un petit peu plus de difficultés, mais ça n'empêche pas du tout le fonctionnement et le projet de continuer. Merci. De rien. C'est Tatiana. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore une dizaine de minutes pour prendre des questions, donc n'hésitez pas. Marie? Oui. Moi, j'avais une question concernant le suivi de la mesure d'impact sur vos projets. Qui le réalise? Est-ce que ce sont les ONG sur place ou est-ce que c'est vous qui vous en chargez? Est-ce que ça conditionne les paiements des années suivantes? Et sur comment vous faites, sur quoi ils portent? Alors, ce que j'ai mis en place, moi je suis arrivée depuis 3 ans, c'est avec donc les 3 projets principaux que je vous ai présentés, c'est un travail commun avec eux sur place, des indicateurs qu'on pouvait suivre et mesurer si ce n'était pas le cas. Si c'était déjà des choses qui étaient suivies, moi je récupère les données assez facilement, mais ça a été surtout de voir quels nouveaux indicateurs ou qu'est-ce qui, moi, à la lumière des informations que j'avais, me paraissait intéressant de suivre et de mesurer, justement pour communiquer sur l'impact des projets qu'on soutient. Donc globalement, j'échange avec les ONG dès qu'il y a besoin et je me base aussi sur leur rapport d'activité et je sors un rapport d'impact complémentaire à notre rapport d'activité qui se focalise sur les actions clés, les chiffres clés de ce que chaque ONG a pu réaliser avec l'objectif justement d'être plus concret que notre rapport d'activité qui est assez général et qui présente chaque association et chaque projet de manière assez générale. Mais l'idée, c'est ça, l'idée, c'est de se baser sur le travail qui est déjà fait sur le terrain et soit de euh, mesurer ce qui est fait sur le terrain et qui n'était pas forcément tout le temps mesuré ou qui était pas forcément tout le temps perçu comme une donnée importante à mentionner. Et donc, ce travail-là, il évolue forcément constamment avec les ONG en fonction des projets soutenus année après année. Ok. Et du coup, les indicateurs portent sur quoi? Sur Alors, je vais, l'ensemble des activités ou sur seulement les individus la taille de la population des espèces suivies ou... ça va dépendre. Dès qu'on peut avoir des informations sur les espèces menacées qui sont minces, les minces sur les girafes, sur les ours à lunettes, dès qu'il y a des données nouvelles, forcément, on les met à jour. Et ensuite, c'est sur le suivi des activités. Donc, ça va être sur le nombre de touristes accueillis, sur le nombre de ruchers mis en place au Pérou pour les abeilles mélipones, par exemple. Ça peut être sur le nombre de personnes sensibilisées par activité. Voilà. Dès qu'on peut, moi, j'ai essayé de voir sur toutes les activités des ONG, quels indicateurs je pouvais essayer de récupérer et est-ce que eux, après, sur le terrain, c'était des données qu'ils pouvaient facilement mesurer, quantifier et me rapporter pour qu'ensuite on puisse nous les mettre en valeur de notre côté quand on valorise et communique sur le projet. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une en attendant. C'est comment vous identifiez du coup les projets et vos partenaires? C'est par appel à projet ou c'est une autre modalité? Alors, historiquement, c'est une histoire de rencontre pour Pierre. C'est beaucoup de rencontres sur le terrain ou d'échanges aussi avec des collègues un peu partout dans le monde, dans le milieu des parcs zoologiques, j'entends. Et moi, depuis que je suis arrivée, j'ai fait aussi tout un travail avec les coordinateurs des programmes d'élevage donc de l'EASA, de l'Association européenne des zoos et des aquariums. Ces coordinateurs, en fait, ils gèrent une espèce qui est en danger et qui bénéficie d'un programme de reproduction au sein de nos institutions. Et l'idée, c'était de les consulter par rapport aux espèces qu'on a, nous, au bioparc, et de voir quelles connaissances ils avaient d'ONG sur le terrain qui œuvrent en faveur de ces espèces-là et qui rentrent dans le champ aussi d'action de ce que nous, on soutient.
Et j'ai aussi contacté Paul Estève du PPI pour voir aussi quelles associations étaient connues du Comité français de l'IUCN. Et donc, j'ai mixé ces deux informations-là dans un fichier en lien avec les espèces qu'on a. Et j'ai aussi euh, hiérarchisé ces espèces-là en fonction de leur statut IUCN pour, en fonction des dons qu'on réussira à récolter, pouvoir prioriser de futurs soutiens sur des espèces qui sont en danger critique, en danger ou vulnérables dans un premier temps. Il n'y a pas d'appel à projet parce que on est à ce jour full capacité, on ne pourra pas forcément soutenir de nouveaux projets pour l'instant cette année, sauf si on a un donateur assez important qui se présente en plus des dons qu'on reçoit habituellement. Voilà, on a des projets en tête qu'on aimerait bien soutenir dans les années qui viennent. On a des sollicitations qui nous arrivent, on les étudie, mais c'est vrai qu'on ne fait pas d'appel à projet et on ne remet pas forcément en question les projets qu'on soutient s'il n'y a pas de gros problèmes sur le terrain, s'il n'y a pas de soucis dans les échanges qu'on a avec les ONG. Donc pour l'instant, on est plutôt sur un fonctionnement de recherche et d'attente de projets éventuellement à soutenir pour l'avenir. Ok, merci. De rien. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. Si c'est le cas, vous pouvez lever la main, prendre la parole. Et si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression qu'on a déjà fait le tour, que c'était assez clair. Ah non, Bonjour Véronique. Magali, bonjour Tatiana, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, oui. Oui, merci Tatiana hein, pour cette présentation. C'est vrai, ça nous a fait beaucoup rêver. Moi, j'avais une question par rapport au financement de tous ces projets. Oui. Et est-ce que vous avez un budget annuel fixe qui est garanti par les, les entrées du parc zoologique? Est-ce que c'est un budget fixe ou c'est un budget qui doit être remobilisé tous les ans par des donateurs ou comment vous procédez? Alors, sur les 524 000 euros versés l'an dernier, comme ça on aura des chiffres bien clairs, il y a à peu près 150 000 euros qui viennent des entrées du bioparc, en effet. Donc ça, c'est un budget qui est assuré tous les ans, puisqu'on se base sur le nombre d'entrées, et donc c'est un pourcentage par rapport à ces entrées qui est reversé aux ONG. Donc on répartit en fait le budget du bioparc avec les dons qu'on reçoit du côté de Bioparc Conservation. Et donc en effet, du côté du fonds de dotation, c'est pas un budget qui est assuré tous les ans. Il faut qu'on relance nos donateurs, particuliers entreprises, et mes collègues parcs zoologiques qui sont aussi des soutiens pour ces projets. Et donc là, l'année dernière, c'est un peu plus de 374 000 euros qui viennent des dons qu'on a réussi à mobiliser. Donc oui, c'est un travail de longue haleine de mon côté à effectuer tout au long de l'année et d'année en année. D'accord, merci Tatiana. De Oui, rien. effectivement, ça doit être compliqué. L'avantage, en tout cas du côté des entreprises locales et aussi de nos collègues parcs zoologiques, c'est que Pierre, ça fait 20 ans qu'il a lancé ses projets nature. Donc ça fait 20 ans qu'il en parle, ça fait 20 ans qu'il les présente, ça fait 20 ans qu'il a des retours d'expérience sur le terrain. Donc on arrive quand même à renouveler les soutiens de certains de ces entrepreneurs locaux ou de nos collègues parcs zoologiques assez facilement. Et eux-mêmes s'engagent avec nous sur la durée parfois. Donc c'est vraiment, ça facilite les choses pour certains de ces projets notamment. Et ça n'empêche pas que ces dernières années, j'ai fait aussi un gros travail depuis mon arrivée où on a une base de données sur laquelle je peux accéder à quel parc zoologique accueille quelles espèces dans son institution. Et donc, tous mes collègues ont reçu, en fonction des espèces qu'ils ont dans leur parc, des informations sur les ONG qu'on soutient, sur les projets qu'on soutient, sur les recherches de financement qu'on peut effectuer. Et donc, certains se mobilisent ces dernières années en fonction de ça aussi avec nous et pour ces ONG. Donc voilà, ça facilite aussi les choses des fois. Et par rapport à vos différents retours, si vous êtes intéressé, certaines de ces ONG seront ravies de vous accueillir sur le terrain en vrai. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voyagez, vous avez envie de voyager dans ces pays-là, à nous contacter. On vous mettra en relation avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Tatiana pour les De rien. explications. Mais ça doit être un énorme travail. Justement, je me demandais, Magali, parce que c'est vrai qu'on voit le problème qui émerge du fait qu'il n'y a pas de financement pour les ONG redistributives et que quelque part, ne pas avoir accès
à des appels de fonds de grands bailleurs peut poser un problème, parce que là, le travail de Tatiana est, enfin, moi, je suis impressionnée, c'est incroyable, cette redistribution qui fonctionne, et tout ça doit être fait avec énormément de temps de travail, de mobilisation pour accéder à des petits financements qui s'ajoutent les uns aux autres sans avoir accès à des plus grands budgets. C'est intéressant, ça soulève. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est à peu près 2 jours de travail par semaine, tout confondu pour la recherche de fonds. Et le fait qu'on soit un fonds de dotation fait qu'on n'est pas éligible au fonds public. Donc ça rajoute aussi Ah, la d'accord. complexité. Non, non, c'est vraiment que des dons privés. C'est vraiment que sur la générosité des particuliers, des entreprises et de nos collègues. Alors, parcs zoologiques, j'ai beaucoup de parcs zoologiques français qui nous soutiennent, mais aussi on a des collègues européens et depuis l'année dernière, on a des collègues américains aussi qui nous soutiennent. Donc, voilà, et il y a aussi certains des projets qu'on soutient qui sont soutenus en direct par certains parcs zoologiques ou d'autres fonds qui peuvent recevoir à côté. Mais c'est vrai que de notre côté, c'est un gros travail de recherche de fonds, en effet, qui est mis en Pourquoi place. vous n'êtes pas éligible au fonds public? Les fonds de dotation ne sont pas éligibles au fonds public, à ma connaissance en tout cas. Merci, Tatiana. Merci, Tatiana. Eric, je ne sais pas si c'est une question. C'est juste un complément Ah, d'information. Pour une association, on est éligible au fonds public, que ce soit le fonds vert ou que ce soit les conseils départementaux et généraux. Par contre, les grands bailleurs, comme vous citiez, c'est pas possible parce que normalement, un bailleur ne donne pas l'argent à notre bailleur, hein. Il donne directement au programme. Donc, effectivement, Boval Nature qui doit trouver tous les ans 4,5 millions d'euros, dont un peu moins d'un tiers est donné par le parc, effectivement, mais tout le reste, c'est du travail du jour le jour pour trouver. Mhm. merci, Eric. Ouais, ça reste un obstacle quand même à l'accès pour que le travail sur le terrain puisse se faire. Ouais, c'est un obstacle majeur. Oui, et puis un des obstacles, quand il y a des appels à projets qu'on peut transférer aux ONG en direct, c'est que bah, nous, quand même, la plupart sont des petites structures qui n'ont pas forcément l'habitude de remplir des appels à projets et des propositions très étoffées non plus sur le long terme, parce que bah, c'est quand même, on va dire, aussi des documents et des attentes qu'il faut formaliser. Et donc, c'est vrai que je ne peux pas me permettre d'envoyer ces appels à projets non plus à toutes les structures qu'on soutient parce que je sais elles auront pas la capacité de répondre à toutes les cases qu'on leur demandera de cocher dans ces appels à projets. Donc, je reste quand même vigilante là-dessus. Si ça peut les aider, comme ça, certaines ONG peuvent quand même postuler à certains appels à projets ou certains appels à candidature. Mais c'est vrai que ça reste assez faible finalement en nombre et en fonds qu'ils peuvent obtenir. Oui, oui, je suis d'accord. C'est un vrai, ça aussi, c'est un obstacle pour les ONG locales qui sont vraiment sur le terrain, qui font le travail de protection concret, qui ont des résultats. Ils n'ont pas fait souvent des études spécialisées. Donc, pour réduire c'est une faiblesse hein, dans les projets de conservation, moi je trouve. Justement, est-ce que le rôle de comment dire, d'intermédiaire permettrait justement de formaliser tout ça pour avoir de remplir des appels à projets compliqués envers des bailleurs importants et ça ferait une étape intermédiaire qui serait nécessaire, je pense. C'est ça. Si c'était permis dans les appels à projets qu'un intermédiaire les remplisse ou en tout cas le finalise, moi je le ferais avec plaisir, même si ça me prend du temps, parce que je sais l'impact que ça peut avoir derrière, même si on n'est pas garanti à chaque fois qu'on remplit un appel à candidature ou à projet que ça peut déboucher. Mais dans tous les cas, si jamais il y a une chance que ça octroie je ne sais combien de milliers d'euros ou plus à des projets, oui, bien sûr que ce serait à faire. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce pas des choses qui sont possibles, en tout cas, enfin, moi, dans les appels à Ouais. projets que j'ai C'est vus dans les dernièrement. mécanismes de financement où les choses doivent être pensées à un niveau supérieur face à l'urgence, à l'obstacle vraiment, enfin, c'est pas même pas un obstacle, à l'effondrement de la biodiversité. Il faut repenser les mécanismes
de financement et de redistribution réelle, parce que moi, je trouve que ces initiatives qui soutiennent des ONG locales, c'est, Bah, c'est, et puis voilà. l'avantage d'avoir un intermédiaire, on va dire comme nous ou comme d'autres structures éventuellement collègues qui font ça, c'est qu'il y a quand même une relation avec ces ONG qui peut être de longue date. Il y a une connaissance aussi des autorités locales, une confiance vis-à-vis de l'ONG locale, de nous. Enfin voilà, ça peut aussi rassurer les bailleurs de fonds finalement au-dessus à ce que l'argent aille au bon destinataire pour la bonne chose avec un impact sur le terrain. Espérons que tout ça remontera dans des colloques, enfin, sera discuté dans les COP, en tout cas, la prochaine COP, on espère. Le sujet financement sera pour sûr à l'agenda. Du coup, on va conclure et on a un peu dépassé le temps. Merci beaucoup, D'accord. Ouais. Tatiana, et merci Merci. beaucoup à tous pour cette participation. On va mettre en ligne le replay, donc ce sera disponible si vous voulez le partager au sein de vos réseaux.